merci de nous retrouver. Nous sommes à moins de 4 heures avant son arrivée historique. Barack Obama est à présent dans son avion, l'Air Force One, en route pour Israël. Un programme chargé à la clé, des moyens de sécurité massifs qui ont été déployés dans tout le pays. Et pourtant, trop peu d'attente. On en reparlera avec Samir Benmayachi et Meir Rosen. Mais pour l'heure, un point sur l'actualité avec Elsa Mimoun. Bonjour Elsa. Bonjour Nathalie. 15 000 agents de sécurité pour assurer donc le bon déroulement des déplacements de Barack Obama et 1000 drapeaux américains et israéliens qui flottent déjà un peu partout sur la route depuis l'aéroport jusqu'à Tel Aviv et Jérusalem. Air Force One a donc décollé. Barack Obama est en route pour Israël. C'est sa première visite en tant que président des États-Unis. Il est attendu à Jérusalem pour s'entretenir avec le président Shimon Peres puis Benyamin Netanyahou. Barack Obama se rendra également à Amman et Ramallah où il doit s'entretenir avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Le porte-parole pour les médias étrangers de la police israélienne, Miki Rosenfeld, a fait savoir qu'il y aurait dans le cadre de cette visite plus de 15 000 policiers impliqués dans l'opération de police à l'échelle nationale et qu'il s'attendait à une complète coordination entre la police israélienne et la sécurité nationale et intérieure américaine à l'hôtel King David à Jérusalem où la plupart des dignitaires ont choisi de séjourner lors des visites d'État. Les préparatifs ont commencé il y a déjà plusieurs semaines. Le point fort de la visite donc de Barack Obama doit être le discours qu'il prononcera jeudi au centre des conventions de Jérusalem. Confiant dans le pouvoir de son verbe, Obama a l'intention de s'adresser directement au peuple israélien et espère ainsi établir ou rétablir avec lui une relation de confiance. L'auditoire sera composé en partie d'étudiants et on s'empoignait ces derniers jours dans les universités pour y figurer. Des incidents ont éclaté à Ramallah entre la police palestinienne et des dizaines de manifestants protestant contre la venue du président américain. Les Palestiniens sont sceptiques. Des dizaines de policiers ont empêché la foule de rallier le siège de la présidence de l'autorité palestinienne. L'intervention a provoqué une bousculade, mais on ne signale pas de blessés graves. Et donc, qu'attendent les Palestiniens de cette visite? Plus de détails dans ce reportage. C'est dans un climat de tension qu'intervient la tournée de Barack Obama au Proche-Orient. Depuis plusieurs semaines, les incidents se multiplient dans les territoires palestiniens. Chaque nouvel embrasement fait ressurgir la crainte d'une troisième intifada. En 3 jours de visite dans la région, le président américain n'a prévu de passer que 5 heures à Ramallah. Sans plan de paix, Barack Obama donne l'impression d'avoir tourné le dos à l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Les promesses de son premier mandat, celles d'un règlement rapide du conflit avec Israël, n'ont pourtant pas été délaissées du seul fait du printemps arabe. 2 ans seulement après son investiture à la Maison-Blanche, plusieurs facteurs ont incité Obama à revoir son approche régionale. Les navettes diplomatiques d'Hillary Clinton, sans effet sur la relance du processus de paix. Ses rapports parfois difficiles avec Benyamin Netanyahou, notamment sur la question des constructions en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Mais aussi et surtout la démarche unilatérale des Palestiniens, visant à la reconnaissance de leur État à l'ONU. Dans le même temps, d'autres priorités sont apparues sur l'agenda du président américain. L'Égypte des frères musulmans, la Syrie en état de guerre civile et la volonté de maintenir un canal de discussion avec l'Iran. À Ramallah, sans surprise, la venue de Barack Obama ne suscite aucune émotion particulière. Reste à savoir si la rue palestinienne utilisera ce moment historique pour faire entendre ses revendications, peut-être en provoquant un nouveau cycle de violence. L'actualité à présent en Syrie, le régime et les rebelles se sont mardi accusés mutuellement d'avoir utilisé des armes chimiques pour la première fois en 2 ans de conflit. Mais les États-Unis ont dit ne disposer d'aucune preuve sur un tel recours. La Russie a repris à son compte les accusations du régime de Bachar al-Assad, son allié, en disant avoir reçu des informations selon lesquelles des rebelles ont utilisé des armes chimiques lors d'une attaque dans la province d'Alep, qui a fait, selon un dernier bilan officiel, 31 morts. Alors qu'il n'était pas possible de confirmer de sources indépendantes un tel recours, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a confirmé un tir de missile contre l'armée dans la localité de Khan à Al-Assal, mais a dit douter qu'il soit chargé de matière non conventionnelle. On passe à présent au Mali. L'otage français Philippe Verdon aurait été décapité en représailles à l'intervention française dans le pays. L'information vient de l'agence de presse mauritanienne ANI. Elle a reçu un appel téléphonique d'un homme se présentant comme le porte-parole d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Paris n'a pas confirmé cette information. Le ministre des Affaires étrangères a précisé qu'il n'avait pas plus de détails sur cette affaire. Philippe Verdon avait été enlevé dans la nuit du 24 novembre 2011 à Ombori dans le nord du pays, en même temps qu'un autre Français, Serge Lazarevic.
Le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, a démissionné du gouvernement quelques heures après l'annonce par le parquet de Paris de l'ouverture d'une information judiciaire contre X, notamment pour blanchiment de fraude fiscale. L'ex-ministre du Budget a expliqué avoir démissionné pour le bon fonctionnement, dit-il, du gouvernement et de la justice. Cela ne change rien ni à mon innocence, ni au caractère calomniateur des accusations lancées contre moi, et c'est à le démontrer que je vais désormais consacrer toute mon énergie. C'est ce qu'a déclaré Jérôme Cahuzac. Il sera remplacé par le ministre délégué aux Affaires européennes Bernard Cazeneuve. Le Parlement chypriote a rejeté le plan de sauvetage européen pour l'île après le tollé provoqué par la taxe sans précédent sur les dépôts bancaires qui est prévue, plongeant le pays dans une grande incertitude. L'annonce du rejet a été accueillie par une énorme explosion de joie devant le Parlement où des milliers de manifestants s'étaient réunis pour dire non au texte. Chypre appartient à son peuple. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. C'est ce qu'a scandé la foule devant le Parlement. Le type de fusil d'assaut semi-automatique restera en vente libre après la décision mardi des élus démocrates au Sénat d'abandonner une mesure visant à interdire les armes d'assaut. C'était ce type d'arme qu'avait utilisé Adam Lanza pour abattre 20 enfants et 6 adultes le 14 décembre dernier dans une école américaine. Mesure phare présentée par le président Obama dans la foulée du massacre de l'école de Newton. Le projet d'interdiction des armes d'assaut n'a pas survécu à l'opposition ferme des défenseurs du droit à porter une arme chez les républicains, mais aussi du côté démocrate. L'ancien dictateur guatémaltèque Efraín Ríos Montt a comparu mardi au premier jour de son procès pour génocide et crimes contre l'humanité devant un tribunal de son pays. C'est la première fois qu'un tribunal national juge un ancien président pour des chefs d'accusation aussi graves. L'ex-général âgé de 86 ans est assigné à résidence depuis plus d'un an. Au pouvoir en 1982 et 83, il est accusé d'être impliqué dans l'assassinat de plus de 1700 indigènes lors d'une offensive de contre-insurrection, période particulièrement sanglante de la longue guerre civile qui a dévasté le pays. Le chef des services espagnols du renseignement a été auditionné à huis clos au Parlement sur des dépenses publiques présumées dont aurait bénéficié une femme d'affaires qui entretient des liens d'amitié avec le roi Juan Carlos. Cette femme d'affaires qui aurait donc bénéficié des services d'agents de la sécurité espagnole ou reçu de l'argent public en contrepartie d'une activité de lobbyiste pour le compte d'entreprises espagnoles. Merci Elsa pour ce point sur l'information. On se penche à présent avec plus de précision sur ces moyens de sécurité massifs qui ont été déployés donc pour la venue du président Barack Obama avec Maxime Pérez, notre spécialiste défense. Vous êtes avec nous par téléphone. Maxime, bonjour. Bonjour Myriam. Alors comment on assure la sécurité d'un des hommes les plus puissants de la planète ? Écoutez, c'est un dispositif exceptionnel, sans commune mesure avec n'importe quelle autre visite de chef d'État en Israël. On parle de près de 15 000 policiers qui vont encadrer la visite de Barack Obama et de sa délégation. Pas moins de 600 personnes vont accompagner le président américain, des conseillers, des journalistes, des hommes d'affaires et bien sûr des dizaines de gardes du corps. La police israélienne a aussi déployé des moyens aériens avec plusieurs hélicoptères qui vont être mobilisés jour et nuit jusqu'à vendredi. Vous le savez, le gros de ce dispositif va se concentrer d'abord à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv où l'avion du président américain Air Force One doit maintenant atterrir dans moins de 4 heures. La route reliant l'aéroport à Jérusalem va être hermétiquement fermée à la circulation et dans la capitale israélienne, des quartiers entiers sont déjà stérilisés, interdits d'accès, transformés en véritables zones militaires et je pèse mes mots car la police israélienne a donné un nom à cet impressionnant dispositif. Il s'agit de l'opération Alliance des peuples, elle fait référence à l'alliance israélo-américaine et elle va coûter tout de même entre 10 et 15 millions de shekels aux contribuables israéliens, soit 4 millions de dollars. Des moyens massifs, vous l'avez dit, des milliers d'hommes déployés. Qui est responsable en fin de compte de ce système de sécurité mis en place ? Écoutez, pour ce qui est de la visite et du parcours que va emprunter ces prochains jours le président Barack Obama, eh bien c'est Israël, le gouvernement israélien qui en a la charge financière, mais il faut tout de même noter que cette facture ne tient pas compte de l'escorte de véhicules blindés, de limousines du président américain. Au total, des dizaines de voitures dont l'affrètement depuis les États-Unis a directement été géré par la Maison-Blanche à Washington. Une coopération, donc on l'a bien compris. Est-ce qu'il y a des menaces réelles, clairement identifiées, qui pèsent sur le président américain, qu'elles proviennent des milieux israéliens ou palestiniens d'ailleurs ? Écoutez, pour l'instant, pas de menaces particulières, du moins rien d'officiel, mais des craintes évidemment liées à de possibles débordements, venant notamment côté israélien de militants associés à l'extrême droite qui se disent opposés à la politique de Barack Obama au Proche-Orient.
hostile, selon eux, à Israël et au peuple juif. Évidemment, vigilance extrême de la part des forces de sécurité israéliennes. Hier, pour l'anecdote, sachez qu'un habitant de la ville d'Afula, au nord du pays, a été détenu plusieurs heures par la police israélienne, simplement parce qu'il avait envoyé un mail de menace à Barack Obama sur Internet. Et bien sûr, vous l'avez dit, l'autre crainte sécuritaire, elle est liée au déplacement de Barack Obama dans les territoires palestiniens, notamment à Ramallah. Alors même si le président américain se rendra à la Moukata en hélicoptère, des groupes de jeunes Palestiniens lui préparent déjà un accueil plutôt froid et ont déjà annoncé qu'il manifesterait pendant sa visite à Ramallah. Et là aussi, il faut s'attendre à un gros dispositif mis en place par les forces de sécurité palestiniennes. Maxime Pérez, je vous remercie pour votre analyse. Et juste avant donc de discuter sur ce plateau avec Meir Rosen et Samir Benayashi qui nous ont rejoints, merci d'être avec nous ce matin. Je vous propose de faire un petit retour en arrière. Inimitié entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou, mais entre les deux pays, c'est une amitié fidèle qui existe depuis quelques décennies. Des tensions entre les dirigeants ont pourtant été récurrentes. Je vous propose de faire le point avec ce reportage. Il faut remonter au 16 juin 1974 pour trouver la trace de la première visite officielle d'un président américain en Israël. À cette époque, Richard Nixon y rencontre son homologue Ephraim Katzir et le Premier ministre Yitzhak Rabin, quelques mois après la fin de la guerre de Kippour. Vient ensuite Jimmy Carter, l'homme du traité de paix israélo-égyptien se rend en Israël en mars 1979, à l'aube de la signature des accords de Camp David. Un discours à la Knesset et une relation privilégiée avec Menachem Begin, alors Premier ministre, comme principaux souvenirs, car ses deux successeurs républicains, Ronald Reagan et George Herbert Bush, s'abstiendront de tout déplacement en Israël sur une période de 12 ans. Il faudra attendre l'avènement de Bill Clinton pour entrevoir une nouvelle donne. Octobre 1994, invité d'honneur à la Knesset, l'ancien gouverneur y loue la volonté de paix affichée par les dirigeants travaillistes après les accords d'Oslo et au lendemain du traité entre Israël et la Jordanie. Mais il découvre aussi un jeune député, Binyamin Netanyahou. Quand mon pasteur est tombé gravement malade, il m'a dit qu'il pensait que je serais un jour président. Et il m'a dit, si tu abandonnes Israël, Dieu ne te pardonnera jamais. Il a dit que la volonté de Dieu, c'est qu'Israël, la maison biblique du peuple d'Israël, durera tout jamais. Un an plus tard, c'est à l'occasion des obsèques d'Yitzhak Rabin que Bill Clinton reviendra à Jérusalem pour un hommage appuyé au Premier ministre assassiné. 4 déplacements au total pour ce président démocrate qui aura fait du Proche-Orient l'un des symboles de ses 2 mandats. Changement de style avec George Walker Bush. Le temps n'est plus aux discussions de paix mais à la guerre contre le terrorisme. 14 mai 2008, l'Air Force One se pose à l'aéroport Ben Gurion. 4 mois après un premier passage, George W. Bush vient célébrer les 60 ans de l'État juif. La Knesset est une nouvelle fois un passage obligé. Son discours est boycotté par les députés arabes. Principal message, l'Amérique est aux côtés d'Israël. Après un premier mandat sans escale israélienne, Barack Obama mettra fin mercredi à un vide de 5 années. Reste à savoir s'il trouvera les mots pour séduire une opinion perplexe. Alors, on reviendra sur quelques points d'histoire d'ici quelques instants. Mais Rosen, entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou, on le sait, tout n'allait pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors, cette visite, c'est un peu une opération séduction, si je comprends bien. Tout d'abord, c'est une visite extrêmement importante. N'oublions pas que le président Obama a prêté serment pour le 2e mandat exactement il y a 2 mois. C'est le 20 janvier, nous sommes aujourd'hui le 20 mars. Et ça restera certainement comme une date historique dans l'histoire d'Israël. Et il arrive à un Moyen-Orient qui est complètement changé de celui qu'on connaissait avant. D'habitude, les visites des présidents des États-Unis en Israël, c'est des événements importants. Mais je vous donne des exemples de présidents des États-Unis qui étaient des grands amis d'Israël, qui ne sont jamais venus en Israël. C'est le cas de Reagan. C'est pendant la présidence du président Reagan que tous les prêts sont devenus des dons et que la coopération militaire était au plus haut. Mais alors vous le dites vous-même, Ronald Reagan qui n'a jamais mis les pieds en Israël, et pourtant, ça, finalement, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que les visites des présidents américains en Israël changent quelque chose? Aujourd'hui, ça change énormément et je vous expliquerai pourquoi. C'est autre chose qu'un symbole? Parce que le président des États-Unis a décidé de venir en Israël quand Israël est le seul îlot de paix et de démocratie. Et ce n'est pas un vain mot.
vous avez ça dévisu, vous voyez ce qui se passe autour de nous. On vous annonce aujourd'hui qu'en Syrie, on utilise déjà des armes chimiques. Ça ne s'est jamais passé dans les pays tout avoisinants d'Israël. C'est vrai que l'Égypte a utilisé des armes chimiques dans la guerre du Yémen il y a une quarantaine d'années, mais vous avez les deux révolutions de ce qu'on appelle le printemps arabe, qui est en fait l'hiver islamique, la Tunisie et l'Égypte. Vous voyez quel est le résultat de ces mouvements, soi-disant... Mais Rosen, on revient à la question que je vous posais. Symbole ou pas, cette visite de Barack Obama? C'est un symbole de l'amitié. Uniquement non seulement un symbole. Il n'y a jamais une telle coopération militaire entre les deux pays comme vous l'avez aujourd'hui, parce que vous avez en Syrie, où les États-Unis espéraient que la Syrie va se séparés de l'Iran, ou c'est le contraire qui arrive. Nous sommes 2 ans après le début du printemps arabe avec 70 000 victimes et l'Occident n'intervient pas du tout. Alors la visite du président Obama dramatise la situation dans laquelle Israël se trouve aujourd'hui. L'état de paix avec l'Égypte qu'on a eu depuis 34 ans est aujourd'hui en question du fait que l'Égypte a arrêté l'approvisionnement en gaz d'Israël. Est-ce que les États-Unis vont continuer à donner à l'Égypte 2,5 milliards de dollars par an quand l'Égypte est en train, non pas de respecter tellement le traité de paix avec Israël? Ce qui se passe en Jordanie avec les réfugiés qui arrivent de Syrie. Vous avez 1 million de réfugiés syriens qui ont quitté le pays pour se réfugier dans d'autres pays. Vous avez l'Irak. Mais Rosen, je vous entends sur la question du printemps arabe et des implications notamment sur avec les relations avec Israël. Qui est là pour venir dire nous n'accepterons pas que l'Iran devienne un État nucléaire. Et pour le montrer au monde entier, il est venu ici. Vous savez, quand vous lisez la presse étrangère, vous lisez que le lobby juif en Amérique a fait ceci et cela. Quand 70 sénateurs américains ont signé une déclaration le jour où M. Obama, président des États-Unis, arrive ici en appuyant Israël, 77 sénateurs descendent. Ça veut dire quelque chose. Le message de Barack Obama, ce qu'il veut dire, on va en reparler, mais on va parler également de l'endroit où il a choisi de prononcer son discours. Barack Obama qui dort à Jérusalem, mais qui ne se rendra pas à la Knesset pour parler aux grandes dames de Reuven Rivlin, qui en a été particulièrement agacé. Est-ce que finalement on peut considérer que c'est ça aussi le message de Barack Obama? Ne pas se rendre à la Knesset, c'est finalement ne pas entrer en profondeur dans les réelles inquiétudes du côté israélien et du côté palestinien. Je crois qu'il ne faut pas exagérer. Ça aurait été préférable qu'il parle à la Knesset, mais le fait qu'il parle à Jérusalem, et à ma connaissance, Binyamin et Aouma font partie de Jérusalem, et le fait qu'il rencontre le président de l'État d'Israël à sa résidence, et le Premier ministre israélien à Jérusalem, tandis qu'il y avait des diplomates qui ne se rendaient pas à Jérusalem parce qu'ils ne reconnaissent pas Jérusalem comme capitale d'Israël. Je crois que ceux qui ont prédit... Non mais écoutez, lisez la presse quand Obama a été réélu. Il y aura l'état de guerre puisque, soi-disant, Bibi a appuyé Romney dans les élections. Il y aura un état de guerre. Et tout d'un coup, Obama, la première visite qu'il fait, c'est ce que Romney avait promis de venir en Israël. Et il arrive en Israël et il n'arrive pas tout seul. Il arrive avec une délégation d'une centaine de personnes. Alors je vois et je note, Meir Rosen, que vous décidez de voir le verre à moitié plein. Ce qu'on voit en l'occurrence, c'est qu'il n'y a toujours pas d'ambassade américaine à Jérusalem, pour parler clairement. Écoutez, ça aurait été préférable qu'il aille à la Knesset. Mais je crois qu'une des raisons... Vous savez, j'étais là quand M. Carter a fait la paix entre Israël et l'Égypte et il a parlé à la Knesset. Et il y a eu des protestations de Gula Cohen contre le traité de paix avec l'Égypte. Et ce que les Américains ont voulu éviter à tout prix, c'est des incidents de la sorte. Et Obama s'est rendu compte qu'en faisant le discours d'il y a 4 ans, au mois de juin 2009, au Caire, il a commis une grave erreur.
parce qu'il a à peine prononcé le nom d'Israël. Et c'est pour ça qu'il est venu en Israël. Le fait qu'il ne parle pas à la Knesset, c'est regrettable. Faire de ça le point le plus important de la visite, c'est un peu exagéré. Une séance de rattrapage. Il y a quelques jours, vous parliez de la presse étrangère. Eh bien, Barack Obama se faisait interviewer par la presse israélienne, par les médias israéliens, et la journaliste vedette de la deuxième chaîne israélienne, Yonit Levy. Ce qu'on a retenu de son discours, c'est qu'il a répété presque une dizaine de fois, si je ne m'abuse, le mot Bibi pour parler de Benjamin Netanyahou. Alors, on a l'impression d'une opération marketing pour cette visite. Est-ce que c'est le cas ? Écoutez, d'abord, ça montre à quel point ils sont dans les rapports, presque, ils se parlent parfois 2 fois par jour. Parce que la situation au Moyen-Orient, qu'on l'appelle Bibi ou monsieur le Premier ministre d'Israël, le fait est qu'Israël est un appui énorme pour les États-Unis, surtout après l'affaire des Tours le 11 septembre 2001, à un moment où l'Iran risque de devenir un État nucléaire, où on trouve des missiles dans la bande de Sinaï qui va approvisionner le Hamas. Il est dans une situation, et ce qu'il faut ne jamais oublier quand on parle des relations entre Israël et les États-Unis, c'est qu'ils sont très rapprochés, mais il ne peut pas y avoir identité de vue sur les implantations et le reste, parce que pour les États-Unis, le problème du Moyen-Orient, c'est un problème de politique étrangère ou de politique énergétique, tandis que pour Israël, c'est une question d'existence. Et pour les imaginez une minute que ce qui se passe en Syrie, si les Syriens arrivaient à occuper un village israélien, on sera tous massacrés, puisqu'ils n'hésitent pas à tuer son propre peuple, enfants, vieillards ou femmes. Alors, on va essayer de parler franchement autour de ce plateau ce matin, mais Rosen, les États-Unis ne s'engagent pas suffisamment dans ce conflit israélo-palestinien. L'une des raisons, peut-être et sûrement, c'est la situation économique mondiale, mais aussi à l'intérieur, qui inquiète plus que tout, finalement, le pouvoir américain. Est-ce que c'est ça la raison d'une stagnation des négociations dans ce conflit ? Je ne crois pas. D'abord, n'oubliez pas que le président Obama vient ici quand il a des problèmes extrêmement graves sur le plan économique à l'intérieur des États-Unis. Et pour un président quitter les États-Unis pour plus de 48 heures, c'est déjà un effort remarquable. Maintenant, en ce qui concerne le problème palestinien, je crois que le président américain Obama est arrivé à la conclusion qu'on ne peut pas imposer la paix ici. Israël a arrêté les implantations pour 10 mois et les Palestiniens ne sont pas venus à la table de négociation. Et le président des États-Unis, à mon humble avis, se rend compte que ce que les Palestiniens veulent, que ce soit le Hamas qui veut la destruction d'Israël, qui le dit dans sa charte du 18 août 1988, carrément qu'il faut tuer tout juif, etc., le président Obama se rend compte qu'en fait les Palestiniens, même les modérés, veulent que la négociation ne soit pas entre Israël et les Palestiniens, qu'ils viennent à la table de négociation, ils veulent une paix imposée. Et une paix imposée n'est pas acceptable non seulement pas pour Israël, mais même pour les États-Unis. Et je crois que c'est ce que le président Obama dira. Il faut que la paix arrive par une négociation directe. C'est comme ça qu'on a fait la paix avec l'Égypte, c'est comme ça qu'on a fait la paix avec la Jordanie. Et tant que les Palestiniens diront on ne vient pas à la table de négociation, tant qu'Israël ne fera pas A, B, C, D, il n'y aura pas de négociation. Ça, ils se rendent compte. Pas de paix imposée. Est-ce que Barack Obama, qui est là pour 3 jours, se rendra également à Ramallah? Il se déplacera à Amman en Jordanie. Est-ce que c'est pas, d'une certaine façon, la volonté aussi de renforcer politiquement Mahmoud Abbas? C'est de renforcer aussi le roi de Jordanie. Parce que quand on a dans les camps de Jordanie 1 million de réfugiés syriens qui n'ont pas de quoi vivre, et quand vous avez 60% de la population jordanienne qui est palestinienne, et vous avez vu aussi que le ton du roi de Jordanie concernant notre Premier ministre a changé complètement, parce que si la Jordanie existe aujourd'hui, c'est parce que les tanks israéliens ont protégé la Syrie en 1970, quand Assad, père, a concentré ses troupes pour occuper la Syrie. Et ça, on se rappelle aussi. Alors, il est évident que la venue du président ici est premièrement pour discuter du problème iranien qui met en danger non seulement la paix d'Israël. On a créé l'impression que c'est un problème entre Israël et l'Iran. C'est pas ça.
c'est un problème pour le monde entier, parce que l'Iran, avec une bombe, c'est dominer le Moyen-Orient. C'est pour discuter le problème iranien. Deuxièmement, pour discuter ce qu'on peut faire en Syrie. Parce que quand on dit tous les pays du monde, y compris l'Union européenne, avec tout le respect que nous avons pour l'Europe et les liens que nous avons avec l'Europe, ils disent nous garantissons l'existence de l'État d'Israël. Depuis 2 ans, 70 000 Syriens ont été tués. Est-ce que vous voyez le monde intervenir? Jamais de la vie. On fait des discours. Et avec des discours, on ne sauve pas des vies humaines. Donc c'est le problème syrien et le problème égyptien. Mais pour nous, le problème palestinien est de première importance parce que ceux qui vivent avec les Palestiniens, c'est nous. Et c'est nous qui voulons la paix. Alors parler en Israël du camp de paix et du camp... Si vous parlez du camp de guerre, de paix, c'est-à-dire qu'il y a un plan de guerre. Alors justement, c'est ce dont on va parler avec Samir Ben Layachi. Samir, Mahmoud Abbas, qui est sur sa scène intérieure, tant au niveau de son parti, le Fatah, que dans la rue palestinienne, mais également dans le soutien qu'on attendait du monde arabe. Et il se retrouve de plus en plus isolé, Mahmoud Abbas. Il est isolé. Obama, il est venu pour renforcer aussi ses alliés. Pas seulement Israël, mais les Palestiniens, les Jordaniens, les Saoudiens. Mais surtout, s'il vient en Israël, c'est pour renforcer Mahmoud Abbas, qui est un petit peu seul, et que Bibi Netanyahu ne fait rien pour lui, parce que Obama, il sait que s'il ne donne pas un coup de main à Mahmoud Abbas, c'est le Hamas qui va prendre et Gaza et la Cisjordanie. C'est ce que craint aussi Barack Obama? Oui, c'est-à-dire qu'on a tout intérêt à renforcer Abu Abbas parce qu'il est le seul qui est prêt à négocier avec nous. Mais quand on lit ses déclarations auprès du monde arabe, le fait qu'il appelle des rues au nom des terroristes qui ont tué des Israéliens, et avec tout ce qui se passe dans la région, ça n'accroît pas la crédibilité de Abu Abbas au sein du public israélien. Donc la crédibilité, Samir, de Mahmoud Abbas, mise à mal. Les Palestiniens de la rue, ils en attendent quoi de la venue d'Obama? Les Palestiniens de la rue n'attendent rien d'Obama, ils ne veulent même pas de lui. Les Palestiniens, le gouvernement, lui, il joue le jeu parce qu'il a des intérêts, mais ça n'a rien à voir avec l'hospitalité arabe, c'est-à-dire on ne veut pas de lui, les gens sont déçus, ils savent que même quand s'appelle Obama, on ne peut rien faire parce que les États-Unis, c'est tout un mécanisme qui est dans les mains des Juifs, comme on dit dans la presse palestinienne, c'est-à-dire on est un petit peu influencé par le lobby juif aux États-Unis, et ce qu'on peut espérer de cette visite, c'est peut-être le gel de la construction dans la Cisjordanie. Peut-être la prochaine fois, les États-Unis ne vont pas punir les Palestiniens quand ils vont aux Nations Unies, comme ils ont fait, les sanctions, je fais allusion aux sanctions économiques. C'est ça ce qu'ils vont un petit peu décrocher de cette visite. Une paix, ils croient pas, moi non plus, et c'est le fantasme de 2 États, de peuples, ça reste un fantasme. Même Obama ne répète pas cette phrase. Donc personne en Palestine ne s'attend de rien de cette visite. Oui, mais vous ne croyez pas que les Palestiniens sont en train de se suicider? Parce qu'ils doivent décider, est-ce qu'ils négocient avec Israël? Et sans la paix avec Israël, il n'y a pas de Palestine possible, ou ils veulent négocier avec les Nations Unies. On ne peut pas, en même temps qu'on négocie avec Israël, aller aux Nations Unies et prendre des décisions unilatérales. Mais les Palestiniens ne bénéficient juste et simplement pas de la même aide que ce que les Israéliens reçoivent de la part des États-Unis. Et ça, on ne peut pas le nier. Les Palestiniens ont reçu de l'aide des milliards de dollars de l'Union européenne, et au lieu d'utiliser ces milliards pour le développement économique de leur pays, ils ont utilisé ça pour acheter des armes. N'oublions pas le Karine A, qui a transporté des armes vers Arafat. N'oublions pas que nous sommes 20 ans après la signature des accords d'Oslo. Les Palestiniens auraient pu avoir leur État déjà parce qu'Israël a rempli ses obligations de bonne foi. Israël s'est retiré de la bande de Gaza. Qu'est-ce qu'elle a eu en échange? Des bombes sur tout le sud d'Israël, et 1 million d'Israéliens ont passé leur vie dans des abris pendant 4 semaines. Donc vous comparez les relations diplomatiques entre les États-Unis et Israël et l'Europe et les Palestiniens?
L'Europe, et je suis très content que vous souleviez le problème de l'Europe. Vous savez que quand Israël a signé la paix avec l'Égypte le 26 mars, et nous sommes en train maintenant de commémorer en fait 34 années de paix entre Israël et l'Égypte. Il y a eu l'erreur de Moubarak, au lieu d'éduquer son peuple de vivre avec Israël, il les a nourris d'une haine antisémite et anti-israélienne pendant 34 ans. Et les Palestiniens, au lieu d'accepter le plan de l'autonomie qui aurait mené vers un État, l'Europe, je dis, a joué un rôle important parce que l'Europe a condamné le traité de paix entre Israël et l'Égypte par la décision du 13 juin 1980, parce que, et quand j'ai demandé au ministre des Affaires étrangères de la France comment est-ce que l'Union européenne peut adopter la résolution de Venise, il m'a dit ça fait plaisir à nos amis arabes. L'Europe avait besoin du pétrole et c'est pour ça la Libye, l'Irak, c'était le fond du refus. Arafat, après la paix d'Israël avec l'Égypte, a tué des diplomates égyptiens à Ankara. Justement, on va redonner la parole à Samir Ben Layachi et se reconcentrer sur le sentiment finalement qu'ont les Palestiniens d'être un petit peu le vilain petit canard de l'histoire. On ne peut pas comparer la relation d'amitié qu'il y a entre les États-Unis et Israël et les relations plus froides entre les Américains et les Palestiniens. Oui, quand on entend le discours israélien et le discours palestinien, on voit que les clivages n'ont jamais été si profonds que cette fois-ci. Mais je crois qu'il ne faut peut-être pas se concentrer sur les relations israélo-palestiniennes c'est-à-dire dans cette visite. Je crois Obama est venu ici. Peut-être il y a une guerre qui se prépare sous notre nez, nous on ne sait pas. Il y a peut-être la question de l'Iran qui se pose, et puis la Syrie. Je crois que les Palestiniens ou les Israéliens, c'est vraiment négligeable. C'est une question secondaire pour Barack Obama lors de cette visite. Très secondaire. Il y a l'Iran et la Syrie. La Syrie, parce qu'on sait que Assad c'est fini, et on va voir comment on va discuter avec les gens qui vont venir et qui ne sont pas très sympas. Mais on va revenir vers vous, juste une dernière question. Je suis un peu plus optimiste que mon collègue parce que je crois, pour nous, c'est le problème palestinien de primordial. Parce que vraiment, la majorité de la population israélienne veut la paix avec nous et il y a une bande de terroristes et il faut tout faire pour ne pas encourager les extrémistes dans le monde arabe. Et si, pendant la visite, le président Obama réussira à convaincre les Palestiniens, écoutez, c'est votre intérêt, c'est la vie de vos enfants qui est en jeu, asseyez-vous avec Israël et négociez. Je crois que ce sera le résultat le plus bénéfique pour la région et pour la paix du monde. Samir Ben Layachi, vous confirmez, les Palestiniens croient encore à une paix avec les Israéliens? Ils ne croient pas, mais enfin, ils n'ont pas le choix. Ils vont essayer de jouer le jeu. Ils sont forcés à parler avec les Palestiniens. Mais au fond, c'est-à-dire au fond d'eux, ils ne croient pas. C'est-à-dire ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir vivre avec les Israéliens, mais à tel prix, je ne sais pas qu'ils sont prêts à payer le prix que les Israéliens et les Américains leur demandent. Merci Samir Ben Layachi. Meir Rosen, on vous accorde le mot de la fin. Quoi penser de cette visite, de ces 3 jours de Barack Obama en Israël? Je crois que c'est une visite très importante, non pas seulement pour l'avenir de cette région, mais pour l'avenir du monde. Et nous espérons de tout cœur qu'il va réussir. Ça sera bien, non seulement pour les Israéliens et les Palestiniens, mais pour le monde entier. L'espoir donc, merci à vous Meir Rosen, merci à vous Samir Ben Layachi d'avoir été avec nous ce matin. Et avant de refermer cette édition largement consacrée, vous l'avez vu, à la venue de Barack Obama en Israël, un retour sur les titres et c'est donc Air Force One qui a décollé. Barack Obama est en route pour Israël. C'est sa première visite en tant que président des États-Unis. Il est attendu à Jérusalem pour s'entretenir avec le président Shimon Peres, puis avec Benjamin Netanyahou. Barack Obama se rendra également à Amman en Jordanie et à Ramallah, où il doit s'entretenir avec le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Et en matière de sécurité, le porte-parole pour les médias étrangers de la police israélienne, Miki Rosenberg,
Sonnenfeld a fait savoir qu'il y aurait plus de 15 000 policiers impliqués dans l'opération de police à l'échelle nationale. Une coordination complète aura lieu entre la police israélienne et la sécurité nationale et intérieure américaine dans le cadre donc de cette importante visite, la visite la plus significative en Israël depuis la visite du président Bush en 2008 et celle du pape en 2009. Et puis le point fort de la présence de Barack Obama en Israël doit être le discours qu'il prononcera demain au centre des conventions à Jérusalem. Confiant en le pouvoir de son verbe, Barack Obama a l'intention de s'adresser directement au peuple israélien et espère ainsi établir ou rétablir avec lui une relation de confiance. L'auditoire sera composé en partie d'étudiants et on s'empoignait ces derniers jours dans les universités pour y figurer. Voilà donc pour notre matinale, c'est ainsi qu'elle se referme. Restez sur Guisen TV, l'actualité continue aujourd'hui avec des éditions spéciales dès l'arrivée de Barack Obama à 12h30 heure israélienne. Excellente journée à vous.